Aujourd'hui, on va parler du contentement de Santosha. Le contentement, c'est pas quelque chose qu'on va définir. C'est quelque chose que Sandrine va nous partager en termes de ressenti, en termes de réflexion, à la fois sur le tapis, mais en dehors du tapis et aussi dans le milieu professionnel. Sandrine est passionnante. Vous allez voir, elle explique les choses avec énormément de clarté, elle est très limpide. Et c'est un vrai bonheur de l'écouter nous amener dans ce cheminement qu'est le Santosha. Bienvenue dans Yoga is Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga sur le tapis et en dehors du tapis, et on partage des réflexions tout en nuances. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir donc Sandrine. On s'est rencontrés sur Instagram, comme quoi on peut faire de très très belles rencontres sur ce réseau social, et c'est une élève très assidue de mes programmes de yoga. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que sa vision sur le Santosha était vraiment unique et méritait d'être partagée avec vous. Alors, installez-vous confortablement ou continuez de faire ce que vous faites et plongeons ensemble dans cette riche discussion. C'est un commentaire que tu as laissé, Sandrine, sur une séance du programme de printemps qui m'a donné envie de discuter avec toi du contentement, de ce qu'on appelle, en philosophie du yoga, le Santosha. Tu avais dit « Cette séance a été très intéressante et enrichissante. J'ai vraiment ressenti le travail du contentement. Pratiquer sur le tapis tel que proposé au cours de cette séance permet de se rendre compte à quel point on peut être traversé par différentes émotions qui sont loin d'être du contentement. J'ai été traversée par des sentiments tels que l'impatience, la frustration, pourquoi je n'y arrive pas, etc. Sont apparus alors la patience et le contentement. Je me rappelle alors que tout est à ma portée lorsque j'adapte ce qui doit l'être en respectant mon corps et ses possibilités. J'ai l'impression de mieux appréhender ce que peut être le contentement, de le ressentir dans mon corps et donc de le vivre. En lisant ces mots, j'ai clairement été très émue parce que j'ai trouvé que la façon dont tu décrivais ces sensations et aussi ce cheminement que représente le contentement méritait d'être approfondi. Alors aujourd'hui, Sandrine, je te remercie d'être là et j'aimerais savoir comment est-ce que tu pourrais définir avec tes mots, tes ressentis, cette notion de contentement aujourd'hui? Merci beaucoup Isa, que l'on puisse converser ensemble et partager ensemble sur cette merveilleuse notion. Alors, je me souviens très très bien de cette séance et je me souviens très bien du programme d'avril, et c'était la séance de clôture du programme d'avril qui était sur le contentement. Et avant de tenter de poser une définition sur le contentement, je me souviens aussi que lorsque l'on avait commencé à aborder ce thème, je me disais, oui, oh bah, c'est facile, finalement, le contentement, il n'y a pas de souci, c'est se satisfaire des choses telles qu'elles sont. Bon bah ok, c'est facile, il n'y a pas de souci, on est bien, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas accéder au contentement. Et sur le tapis, ça n'a pas été si évident que ça. Et sur cette séance en particulier, les postures ne m'étaient pas du tout évidentes. J'étais en difficulté sur les postures d'équilibre, sur la planche sur le côté, ça avait commencé d'ailleurs sur la séance d'avant, et je sentais plein d'émotions en moi qui étaient complètement à l'inverse du contentement. Et je m'énervais. Je me rappelle que je m'énervais après moi. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi j'arrive pas à faire la planche sur le côté? Pourquoi j'arrive pas à tenir ces postures d'équilibre? J'y arrive pas. Je suis pas assez souple. Je suis pas ci. Je suis pas ça. Une tonne de jugements et plein de choses. Et donc, pour arriver à comprendre, à ressentir ce qu'était le contentement, je suis partie dans l'exact inverse des sensations du contentement. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Et d'un coup, et je crois que c'était après la posture de la planche sur le côté, d'un coup, il y a eu une bascule et je me suis dit, mais non, en fait, les choses, elles sont telles qu'elles sont.
Je n'arrive pas à faire la planche sur le côté parce que mon corps, il me permet de faire ce que je suis en train de faire. Il ne me permet pas de faire plus. Il ne me permettra peut-être jamais de faire plus. Et alors, l'important, c'est ce que je fais. Et c'est le fait de le faire. Mhm. Et cette émotion, elle est venue en moi de manière, comment dire, inattendue. Et elle m'a complètement remplie à ce moment-là. Et le reste de la séance, bon, on était sur la fin, il me semble, hein, quand on était sur la planche sur le côté, donc il n'y avait plus beaucoup à faire. On était bientôt sur le calme. Ouais. Mais il y avait aussi cette posture du pont. Et Mhm. là, en fait, au lieu de me dire ah je vais pas y arriver, etc., j'ai profité de chaque posture, de chaque instant. J'ai fait ce que je pouvais faire et je me suis dit ah là je le ressens. Là, ça y est, je le ressens. Et de ce fait-là, je dirais pour moi le contentement, c'est difficile de poser des mots dessus. C'est quelque chose qu'on finit par ressentir. Encore une fois, juste poser des mots dessus, oui, on comprend. Si on lit la définition dans le dictionnaire, il n'y a aucun souci, on comprend. Lorsque tu as expliqué qu'on allait travailler sur le contentement au mois d'avril, j'ai bien compris le sens du mot, mais mais je ne le ressentais pas. Ouais, Et c'est vraiment bien sûr. cette pratique d'asana qui m'a qui m'a permis de le ressentir. En fait, j'ai ressenti le contentement en allant ressentir l'exact inverse et en me posant probablement la question pourquoi je ressentais cet exact inverse en fait du contentement, cette insatisfaction, ce jugement. Euh, et c'est ce qui m'a permis d'aller ressentir quelque chose d'autre. Et je dirais qu'il y a eu quasiment un avant et un après. Euh, alors, je suis toujours, enfin, je pense qu'on passe tous par des sentiments où on est insatisfait, et c'est normal. Bien sûr. Mais maintenant, Mhm. on va dire que quand je suis insatisfaite et que je tourne autour de cette notion d'insatisfaction, je me rappelle de cette séance. Et je ne peux pas, ça serait faux de dire que chaque fois, je me retrouve dans une sensation de contentement en disant tout va bien, je me satisfais de ce qu'il y a, etc. Non, c'est faux, mais j'ai au moins le réflexe ou le déclic, ou au moins maintenant, je me dis, ah ouais, attends, ok, là, je suis pas forcément dans la bonne énergie. Cette insatisfaction, elle me nourrit pas et je me rappelle à quel point, lorsque l'émotion m'a traversée, de dire stop avec ces émotions finalement, j'allais dire négatives, mais je pense pas que les émotions elles soient négatives, c'est un autre sujet. Je pense que les émotions elles sont telles qu'elles sont. Oui, Et je me rappelle mm, d'être tout partie à en fait. fait, de dire ok non, là c'est pas forcément la bonne énergie. Maintenant il faut la transformer et il faut arriver comme à prendre une pause et à se dire, OK, on en est là maintenant et c'est très bien comme ça. Et après, on va voir ce qu'on peut mettre Mm. en place. Mais c'est très très juste ce que tu dis. Et en fait, ce que j'entends, et tu vas me dire si j'entends bien, c'est que finalement, tu as vécu et tu ressens le contentement Oui, comme un processus. clairement. C'est exactement ça. C'est un processus qui, en tout cas, je pense, nous aide à avancer un peu plus sereinement en fait sur notre chemin et un peu plus posément Mhm. également et avec moins de violence. Euh, je m'explique. Ouais. Je Vas-y. fais partie de ces gens qui sont très exigeants. Moi, je suis très exigeante avec moi-même et cette exigence parce que justement, je suis probablement toujours très insatisfaite de ce que je peux produire ou de ce que je peux donner. Ça a été quelque chose de très torturant quelque part dans mes jeunes années. Et je me suis rendu compte Mm. progressivement que, que par moment, il faut savoir se poser, et par moment, il faut savoir regarder en fait tout ce qu'on a pu accomplir
et il faut aussi s'en nourrir et se rendre compte que peut-être qu'il y a accepter aussi qu'il y a des choses peut-être qu'on n'atteindra pas parce que on peut pas Ouais. être parfait. On peut pas être parfait. J'allais dire on peut pas être parfait dans tout, mais après je me posais la question en même temps, me disant mais est-on parfait dans quelque chose finalement? Et on ne peut pas être Mhm. parfait et le contentement, en tout cas cette notion-là, ce processus, euh, moi ça va aussi arriver à me voilà à prendre du recul, à me poser, à me calmer et encore une fois à me dire voilà, regarde tout ce que tu as fait et c'est bien. Alors c'est pas qu'une notion de fierté, c'est une notion de se dire voilà, aujourd'hui, t'en es là, et là, c'est pas rien. Donc sois satisfaite Mhm. de ce qu'il y a aujourd'hui, de ce que tu as aujourd'hui. Euh, et c'est ouvrir aussi sa vision, peut-être, c'est sortir de sa vision aussi un peu nombriliste, de toujours être centré en fait sur soi, de se dire ah j'aimerais ci, j'aimerais ça, etc. C'est aussi se dire mais ok, regardons un petit peu ce qu'il y a autour de nous et finalement moi je suis voilà finalement je suis très satisfaite avec ce que je suis aujourd'hui, ce que je ce que j'ai construit aujourd'hui et c'est bien. Et si à un moment donné, je peux faire plus, je peux progresser dans un domaine. Quand je dis faire plus, c'est pas forcément une question d'avoir plus, c'est pas une question de possession, c'est Oui. une question peut-être de Mhm. capacité. Bah si aussi. Et si je peux faire plus ou si je peux acquérir plus de connaissances, bah tant mieux. Et si je ne peux pas, Mhm. pour X ou Y raison, bah, ça va aussi. Et moi, ça me dégage de la pression. Non, mais exactement. Mais ce que tu dis, je trouve que c'est extrêmement précieux. Et quand tu dis t'es exigeante envers toi-même, je pense que Mm. beaucoup de monde, en fait, sont dans ce que tu décris. Et en effet, le fait de se poser et d'observer ce qu'on a fait de façon un peu plus neutre, je pense que ça permet, et tu l'as très justement dit, c'est pas qu'une question de fierté, ça permet de poser un peu des bases, des repères et d'être factuel. Parce que souvent, quand on est dans cette insatisfaction, en fait, on n'est pas très Mm. factuel. On est plus dans peut-être un petit peu ce que tu décrivais, dans de la frustration, dans une recherche, mais qui est au final vaine. Et donc, le fait de poser des pierres blanches en quelque sorte sur son chemin, ça permet vraiment Ah de oui, relâcher la oui, pression. c'est un soulagement. Et c'est un soulagement, je pense, nécessaire, surtout dans nos rythmes de vie qui Mhm. sont aujourd'hui à 100 à l'heure aussi. Ouais, même à plus, ouais, à 100 à l'heure et pas Oui, physiologique en fait. Je pense pas qu'on soit fait pour être autant productif oui, tout le je temps. pense aussi. Je pense que on est soumis Non. à beaucoup de pression et Mhm. on est, comment dire, on est exposé à beaucoup d'insatisfaction dans notre vie de tous les jours, Oui. qu'elle soit dans le domaine du loisir, même les loisirs sont devenus une compétition. Clairement, Mhm. en étant sur Instagram, par exemple, je me suis souvent plainte, oui, pas plainte, où j'ai souvent exprimé mon désarroi sur le fait qu'on partage des passions communes, mais qu'il y a cette tendance à partager toujours les réussites, toujours les choses, les plus, etc., qui finissent par devenir contre-productives parce que ce qui pourrait soit nous rassurer qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à des problèmes, soit nous motiver, finit par nous démoraliser. Et je pense que du coup, pour en revenir au Mhm. contentement et au sujet de notre podcast, c'est important de prendre ces moments de pause et de prendre ces moments de réflexion et d'introspection en fait sur là où on en est et de revenir aux faits et à des choses plus concrètes Ouais. qui voilà qui nous dit on n'est pas forcément encore une fois
dans une perfection absolue et c'est très bien comme ça. C'est aussi une notion de tolérance aussi qu'on applique pour soi-même. Tout à fait, c'est une notion de tolérance. Exactement. Et tu lis aussi, et ce que tu dis, du coup, ça fait vraiment écho à ça. Dans ton commentaire, tu opposais finalement à l'impatience la patience, et finalement, la patience et le contentement, en tout cas dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment liés. Pour moi, oui. Dans mon ressenti, ça va avec, et je vais le calquer à une expérience personnelle qui est autre que cette fameuse séance clé. C'est quand on apprend à jouer d'un instrument de musique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais il y a certainement d'autres personnes comme moi. On a envie tout de suite de jouer super bien. Voilà. Et en fait, on se dit, je vais prendre une guitare, je vais apprendre la guitare et je veux jouer tout de suite comme les personnes, les artistes que j'admire et je veux. Et pour apprendre à jouer de la guitare, il faut de la patience. Et il faut se nourrir ou accepter que le temps imparti à l'apprentissage est le temps qu'il doit être. Et je pense que le contentement, personnellement, puisque j'ai tenté d'apprendre à jouer de la guitare et j'ai abandonné d'insatisfaction en fait, parce que je ne prenais pas le temps de constater où j'en étais et de me satisfaire des 3-4 notes en fait que j'arrivais à sortir. Et je me rends compte aussi avec du recul que mon professeur ne prenait pas peut-être forcément le temps parce que lui-même dans une dynamique d'apprentissage avec des objectifs d'apprentissage qui étaient tout à fait honorables aussi pour ses élèves et entre autres pour moi, et que de ce fait-là, comme on se voit qu'une heure par semaine en plus, donc c'est aussi lié à la folie qui nous entoure. On se voit qu'une fois par semaine, 45 minutes, donc il faut aller vite, il faut transmettre, etc. Et hop, allez, bon, ça c'est acquis, allez, on passe à la partie suivante. Et on ne prend pas le temps de se satisfaire du progrès que l'on a fait, de constater qu'on a fait des progrès, d'entendre en fait les 3 accords qui tournent et de les entendre tranquillement et de les poser et de les intégrer avant finalement de passer à la suite. Et on est bien dans un process et dans une étape fondamentale pour pouvoir se construire, pour pouvoir aussi prendre confiance et ensuite pouvoir passer à la suite tout en se disant, voilà, de mes 3 accords, je vais en ajouter un 4e et je prendrai le temps de me satisfaire de mes 4 accords qui tournent et ainsi de suite. Alors, peut-être que certains diront, oui, mais si on fait ça dans 10 ans, on joue que 6 accords. Mais finalement, quelle est l'importance si on met 1 an, 2 ans, 3 ans pour jouer 4 accords, du moment qu'on vise pas non plus de faire une scène avec des stars internationales, ça va aller. Mais c'est une étape aussi, et la patience, elle est importante dans ce processus. En plus, c'est une notion qu'on est en train de perdre clairement. Tout doit aller tellement vite, on n'est plus patient. On n'est pas patient avec les autres, on n'est certainement pas patient avec soi-même. Non plus. Non, mais c'est sûr, c'est évident. Mais c'est tellement juste ce que tu dis. Et en effet, peut-être que ça peut prendre du temps, et peut-être qu'en effet, dans 10 ans, il n'y aura que 6 accords, mais au final, c'est déjà énorme. Et en fait, je pense que c'est ça que parfois on oublie, c'est-à-dire que tout prend du temps. Et il y a qu'à voir la nature, c'est-à-dire que pour faire pousser une plante, ça n'arrive pas du jour au lendemain, il y a quand même du temps. Et je pense que c'est hyper important quand on est dans un processus d'accompagnement. Moi, je le vois, ce que tu décris par rapport à la guitare, moi je l'ai vu
par rapport à une patiente qui actuellement a vraiment de grosses difficultés au niveau de sa mobilité. Et c'est sûr que elle avance pas aussi vite que ce qu'elle aimerait, mais malgré tout, à chaque fois que je la vois chaque semaine, et ben à chaque fois je vois quand même qu'il y a des améliorations. Et à chaque fois j'essaie de lui en faire prendre conscience. Et à chaque fois quand elle l'affirme, quand elle dit oui c'est vrai, il y a ça en plus, on n'est que sur des faits, eh ben en fait ça va un peu mieux. Et finalement on peut continuer ce processus. Mais en fait c'est essentiel de prendre ce temps, d'accepter aussi que ça aille pas à 100 à l'heure, mais comme tu le disais justement avant, c'est vrai qu'on a une vie qui au final, rend le contentement assez difficile Oui. à s'inscrire. Et ça, du coup, tu te doutes de la question qui va suivre. Est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu arrives à vivre? Est-ce que dans ta vie professionnelle ou dans ta vie privée, c'est quelque chose que tu as réussi ou quelque chose que tu arrives à percevoir? Alors, dans ma vie personnelle, ça dépend des moments. Mhm. Dans ma vie Ouais. professionnelle, j'ai intégré certaines choses. Alors, dans ma vie personnelle, c'est un petit Super. peu anecdotique. Il y a des moments, je l'intègre. Donc, je me rends au travail en prenant Mhm. les transports en commun. Il y a malheureusement beaucoup de Mhm. difficultés aujourd'hui sur certaines lignes. Et ouais. Et j'avoue que maintenant, lorsque un train arrive en gare, je ressens, même s'il a 5 minutes de retard, je ressens une notion de satisfaction me disant l'important c'est qu'il y ait un train et, et c'est chouette. Et Voilà, ouais. donc ça c'est la petite anecdote où je ressens ce sentiment-là. Mais après, dans ma vie personnelle, il y a aussi des choses qui sont très très ancrées en moi, notamment la société de consommation est passée par là. Et j'ai grandi avec la Mhm. société de consommation. Hein. J'ai grandi dans l'atmosphère des années 80 où c'était toujours plus brillant, toujours mieux, encore et encore la distinction par la possession, etc. Et même si je suis consciente que j'ai grandi et que j'ai été formatée malgré moi à ces processus de la société de consommation, même si j'essaye de combattre quelque part ces réflexes et ces habitudes qui sont ancrées depuis mon plus jeune âge. Il y a des moments, je me retrouve dans des sentiments d'insatisfaction sur les possessions où j'ai beaucoup de difficultés à mettre en place la notion aussi de contentement, à savoir de se dire, ok, c'est bon, sois satisfaite de ce que tu as là en termes de possession et ça va le faire. Et il y a des moments j'y arrive et il y a des moments j'y arrive pas. Je me rends compte en fait que il y Mhm. a un mécanisme en moi là que j'essaye de faire taire, mais qui est quand même bien ancré et bien présent. Mais on n'est plus sur la notion de la Ouais. possession. Mais bon, après, voilà, j'arrive Mhm. quand même à me raisonner, mais je ressens hein, par moments ces élans-là, et que du coup, j'aurais préféré grandir peut-être dans un monde un petit peu plus simple et avec moins ces signaux en fait envoyés toujours. Ayez plus, etc. Si seulement, je crains que la société de consommation soit encore bien là et que les enfants qui grandissent aujourd'hui grandissent aussi dans ce schéma-là. Mais si à un moment donné on pouvait enseigner ou transmettre ces notions de satisfaction, de quelque chose d'un petit peu plus serein dès le plus jeune âge, ben, je pense que ça rendrait service beaucoup aux individus, aux personnes et à la société. Mais t'as raison, mais je pense que c'est lié. Enfin, je vais te raconter un truc qui me fait vraiment penser à ce que tu dis. Je pense que c'est très lié à l'environnement aussi. J'avais fait une formation de yoga à Lanzarote, dans les Canaries. Alors, il faut plus me demander pourquoi. Je crois que non, mais parce que je pense que c'était parce qu'il y a un architecte, César Manrique, qui a Ah fait oui, énormément en fait au niveau du plan oui, oui. d'urbanisme, etc. Donc en fait, toutes les maisons, enfin, t'as pas de grosses constructions, enfin, tout est vraiment resté, c'est des petites maisons blanches qui peuvent pas faire plus Mhm. de 2 étages avec des volets verts. Enfin, tu vois, c'est tout un truc comme ça. Et en fait, il y a pas de Ah panneaux oui. publicitaires. Franchement, quand ma copine est venue me chercher à l'aéroport, parce qu'elle était déjà sur place et tout, elle m'expliquait du coup ces choses et elle me dit, tu verras, il y a pas de panneaux publicitaires. Et franchement, moi, j'ai juste dit, ah, cool. Mais tu vois, j'ai pas cherché plus loin. Et en fait,
eh ben, t'es pas confronté à un petit peu ce que tu décris. C'est-à-dire que il y a l'envie de consommer intrinsèque à l'intérieur de toi, mais il y a aussi tout ce qui Tout à est fait. extrinsèque à l'extérieur. Et en fait, très souvent, l'envie à l'intérieur, elle est pas si grande que ça si rien ne la pousse à l'extérieur. Et je te promets qu'après avoir passé 1 mois là-bas, eh ben, j'ai été extrêmement choquée. Il y a rien qui m'a manqué pendant ce mois-ci. Et quand je suis rentrée, quand dès le premier aéroport, j'ai été de nouveau assaillie, et je me souviens c'était l'aéroport de Madrid, j'ai été assaillie de panneaux publicitaires, de marques. En fait, j'ai été perdue. Et je me souviens, j'étais super contente d'avoir trouvé juste un magasin où j'ai pu m'acheter une banane. Tu vois, parce que finalement, il y avait que ça dont j'avais besoin. Et en fait, il y avait plein de trucs dont j'avais pas besoin à côté. Et là, juste de voir des fruits, en fait, je me disais, ah, c'est merveilleux. Mais tu vois, il faudrait quand même qu'il y ait, au niveau gouvernemental, au niveau sociétal, en fait, t'imagines, Oh ça là, devrait changer. oui, tellement, tellement. Mais je note la destination de vacances. C'est- Là, Ça peut être bien peut-être pour prendre du recul, ça peut être bien. Mais ouais, mais même sans aller là-bas, enfin, là, c'est un peu loin, et c'est vrai que c'est intéressant de voir finalement comment sur cette île ils ont réussi à mettre ça en place. Mais on a fait une retraite de yoga avec Laura dans le Tarn-et-Garonne là l'été passé, et c'est vrai que c'était un environnement très campagnard. Et on était très peu, en fait. Dès que tu sortais, il y avait pas, finalement, il y avait très peu de panneaux publicitaires, etc. Et en fait, ça fait vraiment du bien. Oui. Et t'as totalement raison de parler de consommation quand on parle de contentement. Parce que finalement, en dehors du tapis, ben, en fait, la consommation, c'est clairement un très gros obstacle au contentement. Oui, et c'est vrai que quand j'ai la chance de vivre à la campagne, et c'est un besoin. J'ai vécu en ville quand j'étais jeune. Je trouvais ça très très bien d'ailleurs, parce que mes parents vivaient à la campagne, donc il y a eu un moment donné un mouvement en moi qui s'est installé. Je voulais vivre en ville, je voulais vivre en ville. Et puis un jour, j'en ai eu marre aussi, sans véritablement comprendre, parce que j'étais encore loin de toutes ces notions liées à la bienveillance, à la pratique du yoga, etc. Mais instinctivement, il y avait quelque chose, c'était trop pour moi en fait. Toutes les tentations étaient à portée de main, et j'étais fatiguée, j'étais très très fatiguée, et par le biais d'une opportunité professionnelle, j'ai pu repartir à la campagne ou dans une ville d'une taille moyenne, enfin un peu moins importante, et finalement par une opportunité personnelle, on est venu vivre dans un village de 200 habitants, et sur lequel on n'a aucune sollicitation. Et si, il y a même pas un commerce en fait. Donc, si on sort se promener dehors, il y a pas de sollicitation autre que le plaisir de marcher en pleine nature. Et ça fait beaucoup de bien, ça apaise énormément, et ça ressource. Et effectivement, toutes ces sollicitations, tous ces besoins que potentiellement on nous crée par des opérations marketing, etc. Parce que ces entreprises-là, en fait, elles veulent vendre des choses qui nous servent pas. Alors, il y a des choses qui sont vendues qui peuvent nous servir, hein, soyons honnêtes aussi, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses dont on pourrait clairement se passer, mais on est tout le temps sollicité, et c'est une lutte quasiment de tous les instants, sauf dans les moments où on coupe tout, où on coupe la sollicitation Internet, où on coupe même la radio, hein, la radio a énormément de publicité, on va couper la télé, etc. Et on se retrouve comme ça en pleine nature, et ça fait tellement de bien, parce que moi j'ai l'impression de baisser les armes en fait, par rapport à toutes ces sollicitations. Parce que même si on sait que c'est des sollicitations, c'est difficile à dire, même si on sait que c'est un processus marketing, à un moment donné, on est humain, et le processus marketing et de communication, il est bien fait. Il est fait pour que ça génère en nous une envie. Donc, effectivement, c'est difficile. Ça, c'est sûr. Pardon. Non,
Non, non, c'est sûr. Et du coup, au niveau du professionnel, Oui. est-ce que Alors, au tu y niveau du arrives? professionnel, enfin, oui. Alors, oui et non. Mais cette notion-là m'apporte beaucoup de choses. Donc, je suis manager alors dans un service client, Ok, en industrie. Je précise, je, je ne vends pas ok. pour le plaisir de vendre. C'est, je suis Mhm. dans une branche qui pour moi a du sens puisqu'on est dans la partie de la construction des infrastructures électriques. Donc ça a du sens et pour moi c'est important de travailler Ok, dans une entreprise où je trouve le sens du produit et le sens de l'entreprise. bien sûr. Et je suis manager d'un service client, donc de personnes qui sont sédentaires hein, pour pouvoir réaliser des offres Mm. commerciales et administrer des contrats de vente. J'ai une équipe de 14 personnes. Donc ça fait une grande équipe, oui. Ah Oui, oui, oui. purée. Ça Bah ouais, fait carrément. beaucoup de gens, mais enfin c'est passionnant, puisque moi je me définis d'abord comme manager avant l'histoire du service client. Et euh, Ok. dans cette notion de contentement lié à la patience et à la tolérance, c'est quelque chose qui a beaucoup complété ou qui est en train de, en tout cas je l'espère, de transformer mon management. Parce que ça s'applique pour soi, toutes ces notions de contentement, bien entendu, et on en a parlé, mais je pense que ça s'applique aussi sur la vision ou la manière d'accompagner les personnes pour lesquelles on a une responsabilité donc de manager. Et ça rejoint ce que tu as Mm. décrit avec ta patiente qui faisait des progrès au fur et à mesure, mais qui voulait faire plus. Mhm. Les, les personnes dans mon équipe ont des niveaux différents et Mhm. on va dire, des points dans lesquels elles vont exceller ou presque, et des points dans lesquels elles vont être mal à l'aise. Et il y a des choses, dans notre rôle de manager, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois. Euh, pour moi c'est accompagner les personnes et si elles le veulent, les faire monter en compétences. Et lorsque on accompagne des personnes pour les faire monter en compétences, il faut aussi que nous puissions reconnaître où elles en sont. Si elles sont capables à un moment donné d'être satisfaites sur les acquis qu'elles ont réussi à construire, qu'elles ont réussi à avoir, Mhm. si elles sont dans l'insatisfaction, et aussi par rapport à ce qu'on leur demande, c'est peut-être de se dire aussi de faire cette pause nécessaire. Et c'est pas toujours évident. Parce Bien qu'on a sûr. les pressions d'en haut aussi, hein, qui demandent Eh ouais. d'avoir le Mhm. résultat, etc., etc. Mais en même temps, si on pressurise les gens et qu'on les presse comme des citrons et qu'on leur demande de faire des choses dont elles ne sont pas capables pour le moment, ça ne fonctionne pas non plus. Ça fonctionne pas. Bah, c'est ce que je vois à l'hôpital, c'est-à-dire que si c'est aussi dégradé au niveau des salariés et des conditions de travail, et s'il y a un turnover aussi grand, c'est parce que c'est ce qui il se passe exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que personne finalement n'arrive à prendre ce temps qui, comme tu le dis si bien, est essentiel. Mais ça nécessite aussi des managers qui, comme toi, non seulement arrivent à l'appliquer à leur niveau individuel, mais arrivent à ne pas Mm. céder à la pression. Et ça doit être Oui, ça super c'est pas difficile. toujours évident. Euh, après, si on est convaincu, enfin en tout cas moi je suis convaincue que c'est parce que la personne va se sentir sécurisée, qu'elle va pouvoir progresser et qu'elle va pouvoir donner à l'entreprise des résultats, et parce qu'elle va trouver aussi de la satisfaction personnelle en Mm. produisant ces résultats, moi je suis persuadée que c'est comme ça que ça fonctionne. Que si on veut l'engagement des personnes, il faut que ces personnes-là, en fait, elles soient bien accompagnées, et que en tant que manager, moi on m'a eu reproché, on m'a dit oui, mais toi t'es un peu psy. Non, je suis pas.
je suis pas psy, je n'ai pas les bagages d'un psy, c'est pas ça. Je ne fais pas un travail psy, je fais juste mon travail d'accompagnement. Et quand je sens qu'une personne, on le ressent. Enfin, si on s'intéresse tant soit peu aux personnes, aux membres de son équipe, et à un moment donné, on ressent que quelqu'un, c'est trop, que c'est trop pour Bien lui, sûr. que qu'il faut qu'il faut justement prendre ce temps et faire réaliser à cette personne-là que là où elle en est, c'est déjà très bien. Et la nature humaine fait que on se concentre, pardon, beaucoup sur le négatif. Et Ouais. Après, tu sais que c'est un biais oui, c'est un biais nécessaire nécessaire. à notre Oui, c'est survie. vrai. Ouais. Mais qu'on a trop aujourd'hui, et C'est ça, c'est vrai. une évidence. Mais en fait, de base, on est fait, en fait, on est équipé. C'est-à-dire que notre patrimoine génétique, notre héritage, en fait, on ne peut pas faire autrement que de se concentrer. D'où l'importance, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'avoir des gens comme toi qui arrivent à pratiquer consciemment le contentement, parce qu'en fait, au final, ça n'a rien Oui, d'inné. tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser au film Vice Versa, qui est, Ah oui, voilà, qui est le totalement. film à voir par rapport effectivement Ouais. à ce sujet. Et j'ai mis en place quelque chose avec mon équipe. Alors pas l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, c'était l'équipe telle qu'elle était avant. Il n'y avait que 8 personnes, donc il y avait plus de possibilités d'individualiser des petites choses dans des réunions d'équipe. J'ai mis en place des réunions journalières et on termine par la pensée positive du jour. Parce que dans nos métiers, on peut avoir des journées de 8 heures du matin à 17 heures pour la plupart des gens, ou même à 18, où on ne fait que de régler des problèmes. Donc, que ça. Donc, on Bah commence ouais. notre matinée, on ouvre un mail, ah bah tiens, il y a tel problème, allez hop, on règle le problème, etc., 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 etc. Et pour peu qu'il y ait des événements un petit peu contraignants, comme on est dans une industrie, avec des éventuels retards de production, des choses comme ça, bah, on ne fait que régler des problèmes. Donc, on se retrouvait dans des situations où les gens étaient démoralisés. Oh là là, bah ça va pas, ça avance pas. Et puis telle client n'a pas réussi à le livrer. Et puis l'autre livraison, bah ça a pas marché. Et puis etc. Et on se concentrait sur le négatif et sur le négatif et sur le négatif et encore et encore et encore. Et on ne voyait plus, on ne se rendait plus compte que dans notre journée, on avait réglé les problèmes, on avait réussi à satisfaire un client, on avait réussi à faire un compte rendu de réunion tout en anglais, même si ça nous a coûté du temps et que bah, c'est bien parce qu'en fait celui qui l'a reçu en face, il le comprend, donc c'est vraiment bien. Donc on passait à côté de tout ça. Et donc chaque réunion de journalière, on l'a terminée avec une pensée positive pour que les gens concrétisent une chose, une action qui s'était bien passée la veille pour s'en satisfaire. Au début, c'était compliqué. Hein. Pour plus de la moitié de l'équipe, c'était Sérieux? compliqué. Hein. C'est quoi ta pensée positive? Je sais pas, bah, je ne sais pas, je sais pas, bah, ça s'est livré. Ouais, ok, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as ressenti qui t'a fait plaisir? Bah, il y a des personnes qui étaient incapables d'exprimer cela. Ça a nécessité pratiquement une année pour certains pour arriver à émettre une pensée positive, une satisfaction. Et c'est tellement important de se nourrir de ça. Tellement important. On n'a pas besoin d'en mettre 10, mais une. Ouais. Ça peut changer toute une journée. Ça peut changer toute une journée et en fait, au fur et à mesure, bah, tu réentraînes en fait ton cerveau à penser autrement, à voir autrement parce que, comme tu le dis, en fait, on est tellement dans des journées où on est concentré sur des problèmes, sur de la souffrance. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait dans une journée sur voilà Oui. beaucoup de métiers en fait qui sont très entre guillemets négatives où
c'est juste des problèmes ou c'est des choses à régler. Et en fait, de base, on n'est peut-être pas fait pour être confronté à autant de problèmes. Donc finalement, ce biais qui nous a servi à évoluer, à réussir à être ce qu'on est aujourd'hui en fait ne fait plus sens parce que c'est un peu comme le stress, on est trop dans des environnements stressants, non adaptés. Et cet entraînement, finalement, certes, ça a pris 1 an, mais finalement, à l'échelle d'une vie, c'est pas tant que ça. Effectivement, c'est pas tant que ça. Et ça permet aussi de mettre un petit peu de distance aussi avec les choses, encore une fois, de prendre aussi cette pause, ce recul nécessaire qui remet les problématiques à leur juste niveau aussi, parce que c'est important. Exactement. Ce décalage-là aussi, il vient contribuer à une charge mentale qui finit par être malsaine. Et lorsqu'on prend du recul, on remet les problématiques en disant « Ok, ça c'est juste un client qui n'a pas été livré. » C'est pas souvent je leur dis on n'est pas des chirurgiens cardiaques. Hein. Il faut remettre les choses là où elles sont parce qu'on peut se satisfaire on peut s'objectiver et se dire je vais faire de mon mieux. Et mon client, je vais faire en sorte de lui apporter la meilleure information possible. Je vais faire en sorte de travailler avec des équipes de production pour que mon client soit satisfait et pour que sa marchandise soit livrée en temps et en heure. On peut faire ça tout en gardant une certaine distance en se disant voilà, c'est une livraison de biens matériels. On fait en sorte que notre client ne soit pas dans l'embarras par rapport à un retard de livraison, mais ça reste une livraison matérielle. On n'est pas en train de jouer notre vie aussi. Et c'est cette distance-là, en fait, qu'il nous faut constamment travailler parce que sinon, on prend tout très à cœur, dans les tripes et ça nous fait pas du bien, en règle générale. Non, mais clairement. En tout cas, merci beaucoup. Je pensais pas, je savais que tu avais des choses extrêmement intéressantes à nous apporter là-dessus, mais tout ce que tu as partagé là sur le domaine professionnel, c'est vraiment hyper précieux et ça prouve à quel point c'est important de prendre le temps, de se concentrer sur le positif et de prendre du recul. Et ça, c'est 3 choses dont le monde professionnel a cruellement besoin. Merci. Donc déjà, bravo d'avoir réussi à le mettre en place à ton niveau parce que c'est des petits systèmes comme ça qui peuvent vraiment changer un peu les mentalités, on va dire. J'avais envie oui, j'en suis sûre. De revenir, tu nous as parlé quand tu nous as expliqué que tu allais vivre à la campagne, que tu étais à ce moment-là loin du yoga. Alors moi, du coup, j'ai envie de savoir depuis combien de temps finalement tu pratiques le yoga et comment est-ce que tu as découvert cette pratique? Alors, ça a été c'est une longue histoire. Ouais, on a le temps. Alors, c'est j'ai toujours ressenti toujours ressenti une attirance pour les philosophies dites orientales. Et peut-être parce que j'ai évolué dans un milieu extrêmement rationnel et que j'avais peut-être dans cet environnement très rationnel besoin de spiritualité. Et la vie a toujours finalement répondu à ce besoin-là en mettant sur mon chemin des personnes qui étaient inspirées ou déjà dans cette philosophie-là. Alors au départ, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient d'Asie et qui, je dirais pas m'ont transmis, mais ont partagé avec moi leurs approches bouddhistes de certains événements et de certaines choses. Et puis, un jour, pourquoi d'ailleurs? Bref, oui, un jour, j'ai voulu, aussi je sais pourquoi, j'ai voulu apprendre à chanter.
Alors je sais pourquoi, parce que Ok. oui, en fait, ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère chantait. Elle avait même enregistré un disque, Mhm. et j'ai ressenti un besoin artistique en moi de me rapprocher d'elle. C'était une façon de l'honorer, d'honorer sa Mhm. mémoire et de faire mon deuil. Et lorsque j'ai commencé à apprendre à chanter, ma voix était pas toujours très libre. Il y avait beaucoup de blocages en fait physiques en moi, et Ok. j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait ces blocages-là, et j'ai commencé à cheminer vers du développement personnel, et la vie a mis sur mon chemin aussi une personne qui m'a transmis un certain aspect spirituel de la pratique du yoga, avec des approches méditatives, de partage, de la non-violence, etc. Et tout était en fait une question de spiritualité, d'arriver aussi à comprendre pourquoi il y avait tous ces blocages en moi, pourquoi ma voix n'arrivait pas à sortir de manière libre, de manière fluide, etc., etc., etc. Et donc la première approche du yoga a vraiment été celle beaucoup plus de la méditation, du partage, Mhm. voilà. On était vraiment sur cette notion-là. On était à peu près, on devait être en 2010 à peu près, entre 2010 et 2015, j'étais beaucoup dans ces sphères-là. Et un jour, comme chaque année en fait je prends un an, et que et que je Ouais. suis très sédentaire. Je commençais à avoir, et pas très sportive hein, à la base, voilà. J'ai commencé à avoir beaucoup Mhm. de douleurs dans mon corps, et toujours aussi des tensions. Hein. Des tensions au niveau cervical, des tensions dans le dos, etc., etc. Alors, comme je connaissais cette approche un peu plus, on va dire, spirituelle de la pratique du yoga, je commençais à me dire, mais en fait, le yoga, c'est pas que ça, c'est aussi des asanas. Peut-être que ça serait un bon moyen pour moi. En plus, je me suis un peu renseignée. Je dis, bon, bah, au début, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être quelque chose avec cliché, hein, que ce serait très doux. Parce que moi j'aime bien les choses calmes. Moi, j'aime pas bouger de manière trop agitée. Ouais. Et je me suis dit, oh, bah, ça serait bien, finalement, puis ça aurait du sens pour moi, parce que pratiquer une activité sportive pour une activité sportive, ça ne me motivait jamais. Je commençais, mais Et à un ouais. moment donné, je lâchais, parce que ça ne me motivait pas, j'en voyais pas les bénéfices. Bon, voilà, enfin, alors qu'il y en avait certainement, mais je ne les ressentais pas et je ne les voyais pas. Donc, j'ai eu envie d'ajouter une pratique physique avec donc les asanas. Et j'avais toujours eu une amplitude horaire de travail assez importante. Alors, c'était un peu compliqué. Puis, en habitant en pleine campagne, c'est pas toujours évident de trouver les cours ou les instances pour pratiquer des asanas de yoga qui vont bien et qui collent bien avec les horaires. En campagne, c'est souvent des choses qui sont le mercredi de 14 à 15 heures. Bah oui, moi, le mercredi de 14 heures à 15 heures, ça me va pas. Donc, bon. Alors, j'ai cherché sur Internet, et ça, c'est la magie de YouTube. J'ai trouvé très facilement et très rapidement des séances de pratique de yoga. Et c'est comme ça que progressivement, avec Mhm. le moteur de recherche, l'algorithme, etc., c'est comme ça que progressivement, je suis tombée sur tes vidéos. Et où à l'époque, tu étais encore en Haute-Savoie et tu démarrais tout juste. Oui. Et tout de suite, j'ai beaucoup aimé ton approche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à te connaître et à suivre. Et au début, quand j'ai commencé à pratiquer vraiment, on devait être en 2016-2017 à peu près. Donc Mhm. voilà, et j'ai pu trouver un moment, un cours de yoga que j'arrivais à suivre en présentiel aussi, et c'était très bien. Malheureusement, la personne elle est partie. Alors derrière, j'ai pas continué, parce que là ça convenait tant au niveau de la personne qu'au niveau de l'horaire, etc. Donc tout convenait bien. Et puis quand cette personne-là est partie pour des raisons qui lui appartiennent, au niveau de horaire, elle n'a pas été remplacée. Au niveau horaire, ça n'allait pas, etc. Donc je me suis vraiment concentrée sur la partie
de pratique à distance et en particulier avec ce que tu proposais. Donc voilà comment je suis arrivée et comment je pratique aujourd'hui. Et donc ça fait quand même un petit temps là, ça, depuis 2016, depuis 2017, ouais, ça va faire bientôt 6 ans, quoi. 6 ans de petits rituels qui me sont très précieux. C'est un refuge, hein, la pratique de yoga, c'est un moment privilégié, c'est un moment d'apaisement, c'est un moment de pause, comme si j'appuyais sur pause, véritablement, dans ma vie, qui est trépidante. Avec mes transports en commun, mes 14 personnes à manager, mon propre management, ma vie personnelle, faire les courses, faire le ménage, etc. Enfin, ce que beaucoup de monde vivent et vit, pardon. Et le fait de pouvoir me mettre dans une pièce rien qu'à moi, de dérouler mon tapis, de lancer la pratique de yoga, j'ai vraiment le sentiment de faire une pause et de me ressourcer, d'être là rien qu'avec moi-même, rien qu'avec mon tapis, et de m'accorder un moment pour moi, uniquement pour moi, pour mon corps, pour mon esprit. Et c'est magique, à chaque fois. Bah, en tout cas, c'est beau la façon dont t'en parles. Mais du coup, comment est-ce que t'arrives? Parce que c'est vrai que entre le travail, tes transports en commun, j'imagine que les journées où t'es en dehors de chez toi, c'est assez chargé. Est-ce que tu arrives à avoir des jours où tu pratiques? Enfin, est-ce que, voilà, du coup, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu arrives à gérer tout ça. J'ai des jours où je ritualise. Alors, j'ai dû changer de rituel parce que jusqu'à maintenant, j'avais qu'un seul lieu de travail qui me permettait d'y aller en 25 minutes et tout allait bien. Et maintenant, j'ai 2 lieux de travail pour des raisons, voilà, comme ça. Et donc, j'ai 2 jours sur mon précédent lieu de travail et j'ai 2 jours dans une grande ville qui est Lyon et qui est accessible essentiellement par des transports en commun. Et les jours où je prends les transports en commun, clairement, je ne fais pas d'asana. Ça ne peut pas s'intégrer dans ma journée. Et c'est pas du tout possible, mais dans le train, je me nourris autrement, on va dire. Voilà, parce que le yoga, c'est pas que la pratique sur le tapis, c'est aussi une pratique spirituelle. Donc, je peux aussi me nourrir et faire ce temps de pause dans le train, mais de manière différente. Et il y a des jours qui sont où je sais que je ne prendrai pas les transports en commun. Donc en fait, il y a globalement 3 jours par semaine qui sont ritualisés avec cette séance de yoga très matinale. Je suis très matinale aussi, je me lève très tôt. Et je consacre en fait une demi-heure voire 1 heure, quand il y a une séance d'1 heure, ça c'est plutôt le week-end, mais en semaine, par exemple, le lundi est une journée très ritualisée où je me lève, je pratique ma séance de yoga. Ça me permet aussi de me mettre dans les conditions qui me sont nécessaires pour pouvoir avancer dans ma semaine. Et le vendredi est aussi une journée assez ritualisée, début de semaine et fin de semaine, et le week-end. Et là, c'est toute mon instance, ces 4 jours-là me permettent de pratiquer et donc de me ressourcer. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et pour faire le lien avec le contentement, je trouve que tu as dit des choses qui sont hyper pertinentes. C'est-à-dire que parfois, on veut s'imposer. Tu sais, le rituel de allez, on va pratiquer 1 heure tous les jours. Mais en fait, à un moment, c'est juste pas possible. En fait, il y a la réalité de la vie qui fait que tu dois gagner ta vie, en fait. Donc, en fait, tu dois te lever, tu dois prendre des transports en commun et s'imposer quelque chose en plus. À un moment, c'est même plus de la discipline, ça devient, j'arrive pas jusqu'à dire de la maltraitance, parce que les personnes qui vont s'imposer ça ont sûrement de très très bonnes raisons. Mais si on sent que ça coince, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc ces jours-là, de se contenter, d'être dans le contentement et de dire ok, là je ne peux pas, mais je vais lire dans le temps de mon transport en commun, je vais écouter de la musique, je vais juste regarder le paysage. En fait, c'est des pratiques en dehors du tapis qui sont extrêmement nourrissantes, qui sont aussi, je pense, nécessaires et essentielles et qui continuent finalement le travail du tapis. Donc je trouve que ton organisation,
elle est aussi très liée à cette notion de Oui, c'est contentement vrai. au final. Je l'avais pas vu comme ça. Donc tu poses des mots là-dessus. En effet. Et justement, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc encore une fois, merci beaucoup Sandrine. Et même si tu nous as donné quand même déjà pas mal de pistes, pas mal de réflexions, si tu devais résumer ou peut-être partager des conseils, alors je sais pas si voilà le mot conseil va te convenir, mais voilà, plutôt des pistes de réflexion aux auditeurs, aux auditrices, quelles seraient-elles? Alors, c'est une bonne question. Je dirais avec un peu de malice, de gentille malice, j'inviterais les auditeurs et les auditrices à pratiquer le programme d'avril 2023 sur ton espace. Merci Sandrine. Je pense qu'il a tellement été révélateur pour moi que je ne peux que encourager les gens à pratiquer ce programme et les autres également, mais celui-ci a été vraiment très très révélateur. Et peut-être simplement de se dire, je pense que quand on commence à reconnaître, à prendre conscience des états d'insatisfaction, qu'on arrive à les identifier, c'est le début de quelque chose. Et du coup, je pense que si on a du mal à ressentir le contentement, en tout cas, finalement, moi, je suis passée par là. J'ai ressenti des frustrations, de l'insatisfaction, etc. J'ai eu la chance, par le biais de ton accompagnement et de ce programme, de pouvoir les identifier comme étant finalement un biais détourné pour pouvoir ressentir le contentement. Donc, encore une fois, c'est pas forcément le résultat, ou comment dire, c'est pas forcément de se dire je veux ressentir le contentement, je veux ressentir le contentement. Je crois pas que ça soit. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent ressentir le contentement comme ça, et c'est très très chouette. Mais non, c'est pas cette histoire-là. Peut-être que c'est de ressentir l'inverse qui fait comprendre que. En tout cas, ça aurait été mon expérience personnelle. Donc, soyons peut-être à l'écoute de nos émotions et acceptons-les, comprenons-les du mieux possible. Voilà. Ouais, mais je crois que ça me fait penser à l'épisode sur le Strala Yoga avec Gwen et Rémi, et Gwen a dit un truc très juste. Et au final, c'est ce que tu as fait aussi. C'est-à-dire que c'est très bien d'accueillir, d'observer ses émotions, mais c'est une première étape. Ensuite, la seconde étape, et Gwen le disait très bien, c'est d'y répondre. Et toi, t'as réussi à y répondre parce que t'avais identifié ça, identifié ton impatience, ta frustration, et t'es dit, ok, bon, pour y répondre, je vais mettre l'inverse. À l'impatience, je vais lui répondre la patience. Et je trouve que ça, c'est hyper... c'est important, tu vois, d'arriver à avoir cette phase de réponse que tu as réussi à mettre en place. Oui, effectivement. C'est vrai. Je crois que j'aurais pas véritablement d'autres conseils à donner. Juste, de se respecter, d'être tolérant avec soi-même aussi. Vraiment. Je pense que c'est très important. Je dis souvent que d'être bienveillant avec soi-même. C'est souvent ce que je dis sur mon compte Instagram. Je dis souvent, soyons bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Bah oui, parce que si on s'applique déjà à nous-mêmes une certaine bienveillance, une certaine tolérance, ça sera les bases nécessaires aussi pour être bienveillant avec son entourage. Et je suis convaincue que lorsqu'on bascule en fait dans cette notion de bienveillance partagée, il y a des choses merveilleuses qui arrivent à se passer. Donc voilà. C'est vrai. Merci beaucoup Sandrine, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'invite les auditeurs et les auditrices, s'ils veulent te suivre un petit peu dans tes réflexions, parce que tu partages aussi tes réflexions en lien avec la bienveillance. Tu as un compte, tu as même 2 comptes Instagram, est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Merci beaucoup et merci infiniment pour cet échange qui était un vrai plaisir également pour moi. J'ai 2 comptes Instagram. J'ai un compte qui s'appelle La Lady Sandrine, qui va être un compte un peu plus généraliste. Alors on parle beaucoup de couture, on parle de réflexion sur des choses
divers et variés. Il y a beaucoup de sujets en fait sur ce compte-là. C'est un compte un peu généraliste. En tout cas, le thème, je pense, fondamental, en tout cas je l'espère, c'est vraiment la bienveillance, le partage, la bonne humeur, Oui. voilà. Et puis j'ai un compte un petit peu plus très léger qui est la Lady ni jeune ni jolie. En réaction à Instagram qui dit voilà qu'il faut être jeune et belle, etc., etc. Et où je partage mes trucs et astuces j'allais dire, de femmes de tous les jours et de femmes d'entre 40 et 50, voilà, et de tous les jours, on se maquille, on se fait du bien. Je partage mes astuces rouge à lèvres, des choses comme ça, mes découvertes rouge à lèvres. Là, je l'ai pas beaucoup alimenté ces derniers temps, mais plus sur mes astuces maquillage, très très léger. Et je verrai ce que ce compte donnera, parce que ce milieu-là est très différent la communauté en fait est très très différente de la communauté du compte La Lady Sandrine, où c'est vraiment une communauté de partage, de bienveillance. Je me rends compte, et c'était une belle expérience, que avec ce deuxième compte, je me retrouve dans une communauté qui est très différente et qui est finalement, je sais pas si elle me convient beaucoup en fait, avec beaucoup axé sur la consommation, etc. Et moi, je partage ce que j'ai, mais je serais pas dans l'achat compulsif pour pouvoir partager et alimenter ce compte. Donc, je suis pas très très sûre que ce compte un peu réactif perdure très longtemps. Mais le compte principal, la Lady Sandrine, oui, je publie moins en ce moment, mais c'est aussi un espace d'échange où j'ai fait de merveilleuses rencontres avec cette communauté dont tu fais partie, dont Laura fait partie également, et plein de gens que je connais sans connaître, et pour autant on s'apporte du bien et ça fait du bien. Voilà, oui. Et c'est important. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup te suivre aussi, et je suis hyper reconnaissante que tu as accepté de partager aujourd'hui. Je trouve que tu as une façon extrêmement claire de parler. C'est très limpide quand tu partages tes idées et tes réflexions. Donc franchement, c'était un honneur pour moi. Donc merci beaucoup, Sandrine. Tout est partagé, Lisa. Merci à vous toutes et tous qui avez écouté. N'hésitez pas à laisser un petit mot, à nous donner aussi une note sur le podcast. Ce sera un plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Et en attendant de vous retrouver très très vite, prenez soin de vous.